Donc comme on a un peu de temps pour parler, on s'est dit qu'on allait prendre les choses un peu sur le temps long et regarder un peu l'histoire de la très courte histoire de la cartographie pour voir comment ces premières cartes des migrations, des mobilités ont surgi. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la première, ça fait longtemps qu'on produit des cartes et que les plus anciennes datent de 1000 ans avant notre ère. Il s'agit des cartes polynésiennes ici qu'on voit à l'écran, qui sont faites en bois, en coquillage, qui représentent les courants marins, et donc qui sont des cartes destinées à la mobilité des êtres humains. Donc les premières cartes servent à ça, c'était pour le noter. Plus tard, on a eu les cartes, cet exemple de donc la table de Peutinger, qui est une reproduction d'une vieille carte romaine, qui s'organisait sous forme de rouleaux, très longs rouleaux, dessinant les différentes routes de l'Empire romain. Donc c'est pas vraiment une représentation du territoire, c'est surtout des cartes destinées à se déplacer, un peu comme les applications GPS sur les téléphones et embarquées dans les voitures. Encore plus tard, nous avions des cartes également destinées à la mobilité maritime cette fois, donc les portulans, qui sont apparus au moment où, qui sont concomitantes à l'apparition de la boussole, qui était destinée à naviguer en mer. Donc sur ces cartes, ce qu'on voit, c'est beaucoup de détails sur l'espace marin, notamment ces lignes qui servent à suivre le cap, et l'intérieur des terres est plutôt décoré. Donc les seuls éléments utiles sur ces cartes, c'est les ports, donc le long des côtes, il y a les noms de tous les ports, et des informations sur les récifs, le niveau d'eau, etc. pour naviguer en mer. Donc ça, c'est une première série de cartes plutôt utilitaires destinées à la mobilité. Il y a une autre histoire de la cartographie qui est celle plutôt de la représentation du monde. Donc les premières cartes ayant comme ambition de représenter le monde date de l'époque babylonienne de 600 avant notre ère, mais c'est vraiment au moment de l'Antiquité, des Grecs, que tout s'est constitué, avec une mesure de la circonférence terrestre, de la localisation précise de lieux en latitude, longitude, découpage en zones, système de projection, etc. Et tout ce savoir a été condensé vers 200 après, de notre ère par Ptolémée, qui, dans la bibliothèque d'Alexandrie, a répertorié tout ce savoir de l'Antiquité. Un peu plus tard, au Moyen-Âge, les cartes, qui sont toujours des représentations du monde, prennent un aspect un peu plus symbolique, avec ces cartes dites T dans l'eau, que vous connaissez sûrement. Donc une carte orientée à l'est, l'est est en haut, vers l'Orient, donc orientée littéralement, avec au centre Jérusalem. C'est une représentation du monde, c'est là que naît également la notion de continent. Donc c'est une représentation du monde qui, comme toutes les représentations, porte en elle une espèce de discours idéologique. Ici, c'est un discours religieux, mais aucune carte n'est exsangue de cela. Si le Moyen-Âge était plutôt une période de recul en termes de cartographie scientifique, heureusement, tout ce savoir a été conservé par les géographes arabes qui, eux, réalisaient des cartes plutôt avec le sud en haut. Donc déjà, on voit comment les cartes s'orientent différemment au fil du temps. Souvent, quand on parle de l'histoire des cartes, on oublie un peu la cartographie non européenne. J'inclus le monde arabe dedans. Donc il y a aussi tout un pan de la cartographie asiatique, où cette fois-ci, on est sur des représentations quand même différentes. Ici, c'est une carte du monde réalisée vers 1400, où le monde est carré. Voilà, ce qui est plutôt très différent des cartes européennes. C'est bien une carte du monde, parce qu'on a au centre l'Asie très largement représentée, et on a sur la partie gauche l'Afrique, avec un lac au milieu, et on a également l'Europe et la Méditerranée qui est coloriée. Donc on a des petits problèmes de coloriage, mais qui dénotent des échanges réels, mais une connaissance quand même très approximative de l'espace européen. Et puis tout cela, toutes les découvertes, la navigation, le monde se tisse petit à petit, et on a au fur et à mesure des représentations du monde de plus en plus fines et détaillées. Alors ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'ici,
je vous ai parlé de cartographie, mais pour des représentations de ce qui se voit directement à l'œil nu. Un trait de côte, la montagne, les infrastructures, les routes, etc. Il y a une autre histoire qui vient un peu s'additionner à celle-là, c'est l'histoire de la visualisation de données. Donc la visualisation de données, les premiers éléments dont on dispose sont signés Nicolas Oresme, qui, dans ses travaux, vers 1370, présente les premiers histogrammes. Donc c'est les premières représentations graphiques connues. Mais la naissance de la visualisation de données, généralement dans les manuels, ceux qui parlent de ça, ceux qui s'intéressent à ça, est plutôt datée en 1786 avec William Playfair, qui est un Écossais et qui a inventé plusieurs types de représentations graphiques pour représenter des séries statistiques, plutôt des séries temporelles, donc des courbes, des histogrammes et des diagrammes circulaires type camembert. Donc c'est les premières représentations graphiques permettant de représenter la donnée. Dans les pionniers de la visualisation de données, dont on va beaucoup parler après, on va parler que de ça, on cite souvent également Florence Nightingale, qui était une infirmière britannique, et là qui a fait des représentations comme ça, sous forme de diagrammes circulaires, au moment de la guerre de Crimée, pour représenter les causes des décès des soldats. Donc le bleu, ce qu'elle montre justement, c'est que les secteurs bleus, c'est les soldats qui sont morts à cause de maladies, à cause des conditions sanitaires. Donc, elle a réalisé des infographies comme ça pour alerter la reine, pour que des mesures sanitaires soient prises, pour que la situation s'améliore. Et en fait, ce graphique prend... ça représente la situation à deux dates. À droite, c'est avant, à gauche, c'est après. Des mesures sanitaires ont été prises, la situation s'est améliorée. Donc là, on voit aussi que l'image sert comme outil d'alerte pour déclencher une prise de décision politique. Alors, en 1926, on arrive à la conjonction de ces deux histoires, l'histoire de la cartographie dite topographique et l'histoire de la visualisation de données avec cette fameuse carte de Charles Dupin, qui était français, qui en 1826 réalise une carte statistique pour la première fois sur l'instruction populaire en France. Donc c'est la première fois qu'on représente des données statistiques sur des cartes. Là encore, une espèce de symbolique des couleurs. Les pays ou les départements qui sont ignorants, mal instruits, sont en noir, obscurantisme. Par contre, les régions plutôt éduquées sont en blanc, comme la lumière, le savoir, etc. Voilà, première carte avec de l'information statistique. Et bon, à partir de cette date, il y a eu beaucoup d'innovations graphiques, cartographiques pour représenter des données. Il y a eu Frère de Montizon en 1830, première carte par point, pour ceux qui connaissent ce type de carte. Émile Chesson, qui a fait beaucoup de créations graphiques aussi, notamment ce type de représentation qui paraît tout droit sorti du logiciel Fil-Carto, ceux qui connaissent. Émile Levasseur, pareil, première pseudo-anamorphose, donc c'est des figuré, dont il fait varier la taille. Bon, là, c'est sur la surface, ça, c'est pas tout à fait une anamorphose, mais voilà, beaucoup de choses se créent à ce moment-là. Et l'un des créateurs les plus prolifiques, évidemment, et ce qui va nous faire rentrer doucement dans le sujet, c'est Charles-Joseph Minard, qui est un ingénieur civil français et qui a réalisé beaucoup de travaux, notamment à la retraite. Et donc cette carte-là, c'est une carte, je vais la détailler un petit peu, c'est considéré aujourd'hui par ceux qui font de la visualisation de données, de la data vis, de la geovis, comme le gold standard de la meilleure visualisation de tous les temps. Voilà, alors j'explique un peu pourquoi. Donc cette carte est décrit les pertes de l'armée française pendant la campagne de Russie sous Napoléon. Donc à gauche, on doit être en Pologne, et à l'est, à droite, c'est Moscou. La bande représente, l'épaisseur de la bande représente le nombre de soldats. Et donc au fil du temps, au fil du déplacement, le nombre de soldats diminue jusqu'à Moscou. Puis il y a le retour
où le nombre de soldats diminue également drastiquement. Et en dessous, on a une courbe de température qui correspond à la température du retour, qui baisse, qui ne fait que baisser, qui ne fait que baisser, pendant que le nombre de soldats décroît également. Alors pour certains auteurs, notamment Tufte, cette carte, c'est pas juste une description, mais c'est vraiment une réalisation graphique pour dénoncer l'absurdité de la guerre. Donc on sait par ailleurs que Minard était plutôt pacifiste. Donc il énonce 2-3 éléments comme ça. Et par exemple, le nom de Napoléon n'apparaît pas, ce qui est plutôt atypique pour ce genre de carte. La comparaison entre la large épaisseur de départ et la bande très fine à l'arrivée et ce mouvement un peu cyclique dénonce une espèce d'absurdité de la guerre, et cette absurdité renforcée par cette courbe de température qui ne fait que décroître. Donc tout ça pour dire que la carte, c'est à la fois une description et à la fois un discours. Et on y reviendra tout à l'heure. En fait, au-delà de cette carte emblématique réalisée par Minard en 1869, Minard a en effet entrepris, au moment de sa retraite, un travail colossal qui va se révéler fondamental pour l'analyse des déplacements, travail faisant d'ailleurs l'objet actuellement de nombreuses recherches dans le monde de la data visualisation. Pour documenter et pour réaliser ces cartes, Minard a aussi fourni tout un travail de documentation sous la forme de recueil statistique, comme celui-ci, où il explique les procédés qu'il met en œuvre, sa pratique de la construction de la carte, qui est donc très constructiviste. Il explique les processus avant l'heure. Il produit en 1849 sa première carte décrivant la circulation de voyageurs par voie routière entre Dijon et Mulhouse. Minard représente ici des flux qui sont affectés sur des réseaux de transport, en l'occurrence sur des voies routières. Et la nouveauté ici, c'est qu'il va utiliser en fait l'infrastructure de transport dont il a la connaissance comme fond de carte, alors qu'auparavant, les cartes réalisées étaient plutôt choroplètes et la représentation s'appuyait sur un maillage qui prenait la forme de zones, voire de points. Donc pour réaliser cette carte, Minard s'appuie sur des acquis déjà bien connus, notamment ceux de Playfair, où il représente donc l'épaisseur des tronçons de manière proportionnelle aux quantités qui circulent, donc en appliquant la variable visuelle taille. Mais cette pratique de la cartographie de flux affectés sur le réseau des transports n'est pas le propre de Minard, même s'il s'en défend. D'autres ingénieurs des transports, notamment anglais, ont déjà utilisé ce procédé, notamment Ernest qu'on cite souvent. Du coup, se pose quand même la question, dans un certain nombre de cas, de l'antériorité de certaines propositions de Minard, de la paternité de certaines propositions de Minard, mais Minard en fait se défendra toujours de la manière dont il construit ses cartes dans les fameuses notes et rapports consultables aujourd'hui sur la construction de ces cartes. Minard ira plus loin en généralisant l'usage de ce procédé de cartographie en représentant le mouvement de différents modes de transport. Ici, il s'agit d'une carte dite figurative et approximative du mouvement de combustibles minéraux, donc sur des modes de transport que sont des voies d'eau, au moment de l'Empire français. Cette planche est en fait très intéressante car elle va montrer différents éléments qui vont être caractéristiques de la pratique de Minard. D'abord, les cartes sont toujours dites figuratives. Elles ne sont donc plus géométriques ou topologiques. En fait, elles ne sont plus supposées exactes, alors que Minard, n'oublions pas, est quand même un ingénieur des ponts et chaussées dont le métier était justement d'être très exact. Ici, l'auteur dit d'ailleurs sacrifier la précision géométrique au profit d'une représentation cartographique, parce que ce qui va être important pour lui, c'est tous les aspects qui sont évoqués dans la représentation. Donc il s'en explique dans un ouvrage en disant par exemple que le but de la carte est de faire apprécier à l'œil les tonnages par les largeurs des zones, donc ici des tronçons d'infrastructure. Je dois sacrifier l'exactitude géographique à l'emplacement des autres. Donc ce qui importe, c'est bien la représentation de l'information, le discours, en utilisant un certain nombre d'artifices graphiques, ce qui pose donc très tôt la question du message transmis par une carte statistique. Donc on y reviendra plus tard en détail. Donc la précision de la cartographie est portée donc comme encore aujourd'hui par la symbolisation graphique de l'information,
et non sur sa géométrie, sauf en ce qui concerne la construction des figurés. Dans tous les travaux de Minard, ce qui va être extrêmement précis, c'est la construction des symboles circulaires, la construction des flèches, des largeurs des zones, et absolument pas la position des traits de côte, par exemple. Il introduit, pour renforcer son discours, différentes variables visuelles, en particulier ici la couleur, pour différencier qualitativement les différents minéraux. Et pour préciser son discours, il mentionne des informations complémentaires sur la carte. Il indique en général des tonnages, etc. Donc Minard, bien qu'ingénieur des ponts et chaussées, ne va pas seulement réaliser des cartes comme celle-ci qui représentent d'après lui un mouvement des transports, des mouvements qui sont dits matériels, parce que donc affectés sur réseau. Il va aussi s'attaquer à un problème épineux, à savoir la cartographie de mouvements qui sont non matériels, ce dont on ne connaît pas le mode de transport. Le sujet, en fait, lui est introduit lors de la réalisation de cette carte ancienne qui décrit donc le mouvement de langue ancienne en 1857. En fait, cette planche est réalisée par Minard à partir de récits faisant l'objet de 2 articles sur la philosophie comparée, publiés en avril 1857 et 1867 par un philosophe, Alfred Maury, éminent philosophe et membre de l'Institut, qui lui demande donc d'illustrer 2 articles qui vont être publiés dans la revue des Deux Mondes. Donc la planche va illustrer la diffusion de langues anciennes que l'auteur interprète comme un marqueur en fait, de mouvement migratoire. Donc vous voyez qu'en bas à gauche figure une note où l'auteur indique que ce ne sont pas les migrations en elles-mêmes qui sont représentées. Ces migrations correspondent au déplacement de migrants et non aux migrants en eux-mêmes. De quelques anciens peuples, ces mouvements ne se rapportent pas à la même époque ou à celle de leur langue. Donc il est intéressant ici de noter que l'auteur a mobilisé des informations qui sont essentiellement qualitatives et ne va mobiliser d'ailleurs des variables visuelles qui ne vont être que qualitatives. Il va introduire en outre ici un nouveau procédé dans la cartographie, c'est la question de la flèche qui est non valuée ici, non graduée. En fait, les flèches vont changer de forme, d'apparence pour indiquer donc le mouvement de ces différents peuples. Il va mobiliser aussi une double approche. Il va représenter l'implantation des peuples issus de leur mouvement sous la forme de zones qui auront des couleurs différentes, donc une cartographie du point de vue des situations, des localisations des migrants en fonction de la langue de ces zones, et une représentation du point de vue des relations entre ces lieux, les liens étant ici symbolisés par des lignes ondulées avec des fers de flèche, comme dit l'auteur, indiquant donc les directions de marche des peuples, ou plutôt de leur langue. De ces mouvements migratoires, l'auteur fera ensuite rapidement le pas vers une autre carte qui illustrera celle des émigrants du globe, qu'il réalisera cette fois-ci à partir de données quantitatives. Donc ça, c'est une carte qui est emblématique de la cartographie des migrations internationales du point de vue mise en œuvre par Minard. Elle marque aussi le transfert du procédé des flux affectés sur réseau au flux immatériel, donc à savoir des migrations, pour générer ce modèle graphique qui est en fait distributif, mais qui, hélas, sera plus connu sous le nom de diagramme Sankey, parce qu'au même moment, un ingénieur anglais a réalisé des diagrammes prenant en compte ce type de... Enfin, ayant cette forme de réalisation des mouvements migratoires. Donc il y a toujours une discussion entre ces ingénieurs français et les ingénieurs anglais, sachant qu'on ne sait pas si les uns et les autres ont collaboré. Donc sans rentrer dans les détails de la construction de cette carte, on peut toutefois mentionner 4 familles d'apports de cette cartographie à la Minard qui persiste. Donc la généralisation plutôt des contours pour les représentations à l'échelle mondiale. Donc l'usage de ce procédé distributif, malheureusement difficile à remettre en œuvre aujourd'hui. Un usage symbolique de la couleur, donc l'usage de la variable visuelle taille, et aussi une question liée à la superposition des tracés, puisqu'on voit que les flux les plus importants, qui correspondent aux plus larges bandes, sont placés au-dessus de ceux qui sont plus petits. Et l'auteur a quand même pris le soin de gérer la superposition pour que l'on voit bien qu'il n'y a pas fusion
fusion entre ces différents flux, Donc sur le plan théorique et méthodologique, Minard va s'employer à réaliser de nombreuses cartes portant sur différents mouvements, des transports ou non à différentes échelles. Donc sa pratique s'inscrit vraiment dans une démarche descriptive, une démarche d'analyse cartographique descriptive, c'est-à-dire qui consiste à représenter directement sur une carte des données portant sur des mouvements variés. Donc Minard ne perd pas de traitement en amont des données qu'il représente. Il les représente directement, qu'elles soient numériques ou géographiques. En fait, il va falloir attendre la fin du XIXe siècle pour voir les prémices d'une nouvelle forme d'analyse cartographique qui deviendra progressivement explicative. En 1885, donc à la fin du XIXe siècle, une pratique de la mesure des données sur les populations émerge avec le développement de nouvelles disciplines telles que notamment la démographie, dont les notions fondamentales sont la naissance, le décès et la migration notamment. Donc pour étudier ces données collectées sur les populations, un certain nombre de mesures sont prises, elles sont constituées dans des annuaires, et il est maintenant question d'analyser les données constituées dans ces annuaires et de les visualiser graphiquement, puisqu'il est très difficile d'avoir une idée de l'importance de motifs des données lorsqu'elles sont présentées sous une forme uniquement numérique. C'est ainsi qu'un cartographe allemand, donc dans toute cette mouvance de production de tableaux de données de population, donc un cartographe allemand, Ernst Georg Ravenstein, installé à Londres, décide d'aller présenter dans une conférence de sciences régionales les résultats numériques et cartographiques qu'il réalise sur les données du recensement de la population anglaise, celles qui décrivent en particulier des migrations ou des mobilités professionnelles. En fait, Ravenstein est très motivé par sa présentation parce qu'elle est en fait une réponse à une allégation qui est provocante ou provocatrice de M. Farr, qui est quand même pas n'importe qui. À l'époque, c'est le président de la Royal Statistical Society de Londres. Donc ce M. Farr dit à Ravenstein, qui est cartographe en Angleterre, qu'en fait les migrations humaines s'expriment sans loi apparente, de manière anarchique, et qu'il n'est pas possible de trouver de loi pour expliquer pourquoi les populations résident à tel endroit, travaillent à tel autre, etc. Donc ce cartographe entreprend donc de traiter les données du recensement pour montrer qu'il existe ou non ces lois. Donc l'analyse qu'il propose est très empirique, mais elle conduit à proposer ces 7 lois sur les migrations. Pour illustrer ces lois, donc il fait une analyse statistique descriptive assez classique, comme on dirait aujourd'hui, mais il illustre surtout cette présentation par un certain nombre de cartes, 12 cartes statistiques, toutes des cartes choroplettes orientées sur les localisations, où on résume mon travail, plus une carte, la carte numéro 5, intitulée Currents of Migration. Donc il publie donc cette carte qui est un petit peu parachutée dans son article, une carte énigmatique, sans légende ni commentaire. Elle a été publiée telle qu'elle, sans aucune mention dans le texte dont elle est issue. Sans rentrer dans le détail de son élaboration, je vais quand même mentionner quelques éléments concernant cette carte. D'abord, l'utilisation du terme courant migratoire et non mouvement ou flux pour évoquer en fait la dynamique de ces migrations. Donc l'auteur a voulu montrer en fait une vision un petit peu continue, la mise en évidence d'une dynamique des migrations selon un mouvement un petit peu brownien comme ça, local, alors qu'à l'époque, il n'est même pas encore question d'analyser ce genre de données. Mais la dynamique est vraiment présente, la notion de dynamique des populations est vraiment présente dans cette carte, puisqu'elle illustre en fait un solde bilatéral de flux et non un volume déplacé entre deux lieux. L'auteur, pour nous mettre en évidence cette dynamique, mobilise un système de double flèche, donc des petites flèches assez ramassées qui permettent d'identifier des échelles locales, régionales de cette migration professionnelle, ou bien des flèches plus longues. En fait, de cette carte, 2 approches théoriques semblent émerger. L'une est plutôt discrète, elle va s'appuyer sur le maillage en comté des pays et les flèches dont les questions vont franchir donc le maillage. Et l'autre approche est, donc même si c'est empirique, est plus continue.
mais dans la mesure où c'est empirique, mais il est important de noter qu'en fait, cette carte est présentée au moment où les notions de l'analyse spatiale en géographie et les différents paradigmes ne sont pas encore introduites. Or, Minard, ici dans ce papier, introduit quand même le rôle de la distance parcourue dans l'analyse des flux et plus généralement des interactions spatiales. Il évoque les notions d'attractivité des lieux, les notions de hiérarchie des lieux qu'il symbolise visuellement ici pour la première fois par des variations de forme, idées qui seront reprises ensuite à la fin des années 1960. Ces notions couplées aux deuxième et troisième lois sur le caractère push-pull des migrations seront en fait à l'origine, quelques années plus tard, de toute la formulation des modèles dits gravitaires qui ont pour objet d'expliquer les interactions spatiales, d'avoir une approche plutôt explicative et non plus descriptive. Donc à partir de ce moment-là, un certain nombre de recherches et de discussions vont s'ouvrir dans différentes communautés, en particulier en géographie humaine ou en démographie, sur notamment des discussions sur les paramètres des modèles, discussions qui sont bien connues, le rôle de la distance, des capacités d'émission et de réception. Enfin, tout ceci est bien décrit dans la thèse d'un démographe belge qui s'appelle Michel Poulain et qui est publié en 1981. Donc ce travail de Ravenstein a été très discuté, au point que l'auteur en a d'ailleurs proposé une seconde version de cet article. Donc parallèlement à ces discussions, continue à se développer une pratique de la statistique graphique qui ne va pas concerner en particulier le cas des migrations. Donc on va passer assez vite. Un exemplaire de toute la production du début du XXe siècle est présenté dans cet atlas, un atlas très volumineux paru par Birrington et Associates, Graphic Presentation, qui est disponible en ligne sur les archives de l'Internet. En fait, la cartographie des mouvements va alors s'inscrire à toutes les étapes d'une démarche. La cartographie des mouvements, en fait, va alors s'inscrire à toutes les étapes d'une démarche qui va être très scientifique, qui correspond aussi à l'évolution de la scission de la géographie entre une approche très monographique et une approche très idiographique. Donc une démarche scientifique d'analyse d'interaction spatiale où on peut montrer en fait la figure de l'image cartographique des interactions spatiales par les flux va évoluer en fonction, à mesure que la connaissance va avancer, de même que les outils et les méthodes et outils permettant de mettre en œuvre ces méthodes. Donc là, il y a quelques éléments qui sont importants. Alors on va passer sur la question du changement d'échelle et de l'ère de la géographie aérienne parce qu'elle ne concerne pas directement le cas des migrations, même si elle joue un rôle dans le passage, dans un changement d'échelle géographique notamment. On va passer ce moment pour s'arrêter plutôt à un second tournant avec les travaux d'un géographe américain peu connu en géographie et en cartographie, davantage en urbanisme, c'est Charles Warren Thornthwaite. C'est un géographe américain qui était maître assistant à l'université d'Oklahoma. Il est connu pour des travaux qu'il a réalisés en climatologie et beaucoup en géographie physique. Et en fait, en 1934, il présente une monographie non publiée, disponible dans quelques bibliothèques, une monographie non publiée sur les migrations internes américaines. Donc, pourquoi ce document est important? C'est que dans ce document, Thornthwaite introduit le recours à des méthodes physiques pour représenter des mouvements en géographie humaine. En fait, il introduit toutes les lois physiques, notamment celles concernant la dynamique, la dynamique des différents phénomènes, à l'analyse géographique humaine et montre qu'en fait les flux de population sont analogues aux flux d'électricité. Donc si on généralise, et donc ce qui l'autorise à marquer un transfert. Donc ça c'est un moment qui est très important, alors que Ravenstein avait plutôt une idée en fait qu'il avait saisie de manière empirique. Ici, Thornthwaite ouvre la voie vers la formalisation avec le transfert. Donc il publie dans son mémoire un certain nombre de cartes qui sont considérées comme extraordinaires d'après des auteurs très connus comme Waldo Trubler. Donc deux types de cartes, des cartes qui sont réalisées du point de vue des lieux, comme ici une collection de cartes qui décrit le bilan net de ces migrations professionnelles. Donc l'auteur, vous voyez, utilise des symboles proportionnels en 3D d'une manière assez classique. Donc là, il n'y a pas trop avec une symbolisation des couleurs, là où des couleurs positives ou négatives selon que le bilan est positif
négatif. La carte suivante, elle est plus intéressante. La carte suivante est plus intéressante. Elle s'appuie sur le même procédé des symboles proportionnels en 3D, mais ces symboles proportionnels suivent en fait un maillage régulier. En fait, ils sont réalisés à peu près selon la méthode dite des points Bertin, alors que je rappelle que nous sommes en 1934. Donc cette méthode est déjà disponible au début du siècle et sera vraiment remise au goût du jour à la fin des années 60 par Jacques Bertin. Un autre élément qui est assez fondamental, c'est la représentation de blanc. Vous voyez sur la carte principale, un certain nombre de zones et de lieux sont supprimés de la carte. Donc la notion de blanc de la carte qui est bien discutée par Brian Harley. Donc cette posture qui peut être considérée comme un affront, puisque ici, Thorndike a supprimé certains lieux, ceux qui sont Thorndike, qui n'ont pas d'importance, de même que les populations qui y résident. Bon, tout un ensemble, tout un discours donc est disponible dans le mémoire de cet auteur. La carte suivante est complémentaire des précédentes. Elle est réalisée en fait du point de vue des relations. Elle décrit en fait des migrations résidentielles. Ici, ce qui est intéressant de remarquer, donc c'est le procédé qui est quand même mis en œuvre de manière assez unique et innovante. Et l'autre élément, c'est l'utilisation de la couleur. Donc les flèches rouges qui représentent des migrations résidentielles à longue distance, alors que les flèches vertes, des migrations résidentielles à plus faible distance. En fait, sur la longue distance, les flèches rouges présentent des plus gros traits, alors que présentent des plus gros traits, ce qui sous-entend qu'il y a plus de personnes qui effectuent cette mobilité, alors que les flèches vertes, à courte distance, représentent des traits qui sont plus fins. Et en fait, ce résultat est un petit peu contraire avec toute la logique gravitaire qui est en train de se mettre en place, puisque théoriquement, les flèches qui présentent les plus grosses épaisseurs se réalisent entre des zones qui sont plutôt trop proches à cause du rôle de l'espace. Donc là, il y a tout un travail sur le rôle de l'espace géographique dans l'expression de ces mobilités résidentielles et qu'on retrouve dans ces figurations-là, et vous voyez depuis les années 1900, dès le début du XXe siècle. Donc on ne va pas davantage détailler les travaux de Thorndike pour faire un grand bond en avant et arriver en 1973, fait un grand bond en avant pour présenter le travail d'un auteur très connu dans le cadre de l'analyse cartographique, géographique et cartographique, c'est Jacques Bertin. Alors Jacques Bertin n'a pas particulièrement étudié les flux et autres mouvements, plus que d'autres procédés de représentation. Cela étant, il décrit quand même dans l'ouvrage Sémiologie graphique différentes possibilités de représentation. Et il propose notamment cette planche, présentée telle qu'elle, sans réel commentaire, qui évoque en fait 2 des 4 possibilités de représentation cartographique des mouvements. Ici, il s'agit de mouvements maritimes port-port réalisés au XVe siècle. Donc, il montre qu'en fait, les 2 possibilités principales sont d'une part le tracé de traits droits pour décrire des relations origine-destination directes entre les ports, donc en utilisant donc la métrique euclidienne, sous-entendu, et d'autre part, la réalisation de traits sinueux pour décrire plutôt des mouvements, ici des mouvements par voie maritime, selon le mode maritime, en mobilisant donc une métrique plutôt qui est empirique. Cette planche en fait est importante car à l'époque où elle est produite, donc début des années 70, 2 visions théoriques commencent à coexister sur le champ de la géographie quantitative. Une approche réseau qui est introduite quelques années plus tôt en France par Pierre Dumoulin est fondée sur la théorie des graphes, au sens de Social Network Analysis, qui consiste donc à symboliser les interactions les interactions maintenant spatiales alors qu'elles étaient sur le social, les interactions spatiales en mobilisant des sommets et des arbres, des points et des lignes. Cohabite également une approche fondée sur la théorie gravitaire qui s'est bien développée depuis le début du siècle, une approche déjà bien installée qui considère donc le rôle joué par différentes variables spatiales dans l'expression des interactions spatiales et qui, parce qu'elle prend donc en compte l'espace, constituerait plutôt à la planche supérieure.
se développent, donc ces deux planches évoquent alors la symbolisation graphique, enfin de notre point de vue, de ces deux grands courants, la symbolisation cartographique de ces deux grands courants. Se développent également à la même époque, à la faveur de Waldo Tobler, différents outils permettant de mettre en œuvre les propositions théoriques et méthodologiques. C'est ainsi que, pour rester sur le cas de Bertin, il réalise un certain nombre de cartes mettant en œuvre des procédés assez inédits, tels que celui-ci, la représentation de flux en utilisant le modèle dit du triangle. C'est une des cartes qui ont été réalisées à l'époque pour les atlas de la data et qui, hélas, ne sont plus réalisées de la même manière, tout simplement parce qu'on ne sait plus tout simplement parce que les outils dont on dispose aujourd'hui ne nous permettent plus de mettre en œuvre ces propositions cartographiques. C'est ainsi que plusieurs apports de cette époque sont notables, mais le problème est qu'ils sont mis en œuvre dans des programmes informatiques qui sont aujourd'hui illisibles, difficiles à lire, ce qui pose en fait la question de la dépendance entre la figure cartographique et les moyens techniques et technologiques du moment. Donc, cette pratique la pratique qui consiste à associer aux avancées théoriques et méthodologiques des scripts permettant de reproduire les traitements a en fait été introduite par Waldo Tobler, géographe américain décédé l'année dernière, qui écrit d'ailleurs les premiers scripts permettant le dessin de flux sur une carte et les dessins de flux sur une carte. Sa production, notamment en matière de cartographie des migrations, est telle qu'on peut le considérer vraiment comme le pape de cette cartographie des flux, entre autres. Donc, vu qu'il n'est pas possible de lister tous ses travaux, je signalerai juste le travail qu'il réalise avec son ami mathématicien Diego Dorildo, à savoir la formalisation des lois de la migration, jadis énoncées de manière empirique par Ravenstein. Donc, en fait, Tobler a réussi à boucler la boucle et à démontrer, à formaliser mathématiquement les lois de la migration, juste à proposer, lui, la première loi de la géographie. En fait, il s'est emparé également de ce changement de paradigme, il le documente très bien dans ses travaux, changement de paradigme entre une vision discrète des migrations et une approche continue qui permet donc de transférer les lois de la physique à la géographie. Il va donc proposer des cartes très intéressantes décrivant donc notamment des courants migratoires, des champs de vecteurs sur un espace qui est plutôt continu. Vous voyez que là, l'espace géographique apparaît comme une surface où on a un ensemble de petits champs de vecteurs. Il n'est plus catégorisé de manière discrète sous la forme de mailles. Donc, et aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, les nouvelles propositions cartographiques sont fortes des acquis du passé. La production est souvent soutenue par le développement ces dernières années et par un engouement vraiment important pour l'informatique graphique. Donc ces cartes réalisées à près d'un siècle d'intervalle sont toujours focalisées, vous voyez, sur les mêmes objectifs. La première carte, elle a été publiée dans la classe de Brinton et associés au début du siècle. Les cartes suivantes ont été réalisées avec des nouveaux outils, avec le même objectif, c'est figurer des routes ou des directions majeures fondamentales de ces mouvements à différentes échelles. Donc on montre en fait la permanence de ces questionnements à la fois théoriques et méthodologiques, quand bien même ont évolué les outils. On montre aussi l'importance en fait de la question de la méthode par rapport à l'outil, ou l'outil informatique qui permet vraiment de rendre plus facile les choses, tout en bridant quand même nos possibilités, sauf à être développeur, tout en bridant nos possibilités et en remettant au goût du jour certaines propositions graphiques.